ESS On Air, nouvelle formule pour cette rentrée 2025 avec désormais pas mal de séquences pour dynamiser notre émission. Bienvenue dans l'émission de Mediatico qui parle de l'actualité à travers le regard de l'économie sociale et solidaire. Et nous recevons aujourd'hui David Cluzo. Bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UDES, le syndicat qui représente tous les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes aussi le délégué général d'Exopé, le syndicat du secteur de l'animation, du sport, du tourisme social. L'été a probablement été riche et l'actualité de cette rentrée, elle est très riche aussi. On va parler ensemble de politique, de budget et de santé financière des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et on démarre tout de suite avec l'actu qui pique. Alors David, le gouvernement est en sursis. Il a présenté cet été un projet de loi de finances 2026 avec des arbitrages qui impactent très négativement les employeurs et les structures de l'économie sociale et solidaire, à commencer par les associations. En tant que dirigeant patronal, est-ce que vous comprenez et est-ce que vous soutenez l'appel à tout bloquer le 10 septembre prochain ? Je suis représentant d'organisation patronale, donc non, notre méthode et notre manière de faire n'est pas d'appeler à tout bloquer. En revanche, on comprend. Ça renvoie des signes extrêmement forts, ce qui est en train de se passer dans la société française, qui finalement se fissure. Et ça témoigne d'une grande exaspération de l'ensemble des Français, d'une incompréhension immense et sans doute d'une très grande lassitude. Et ça, en tant qu'organisation patronale, en tant que représentant des entreprises de l'ESS, on la partage. L'exaspération, l'incompréhension, la lassitude, on la partage. On ne va pas appeler à tout bloquer le 10 septembre. En revanche, on va regarder ce qui se passe, on va essayer de comprendre et finalement de continuer à porter nos messages pour que ce type de réaction n'arrive pas. Parce que si ça arrive, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre monde aujourd'hui. Alors, on entend votre position sur le blocage du 10 septembre. En revanche, il y a une question qui est récurrente dans l'économie sociale et solidaire, c'est celle de faire grève pour montrer notamment le poids et la place de l'économie sociale et solidaire dans l'ensemble des rouages de l'économie. Voilà, il y a plusieurs pans entiers de l'économie qui reposent sur l'engagement des acteurs et des salariés de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous soutenez l'appel à la grève du 18 septembre ? De la même manière, c'est un appel à la grève qui a été formulé par les organisations syndicales de salariés. Nous sommes une organisation patronale, on n'appelle pas à la grève. En revanche, là où c'est intéressant, effectivement, vous le notez, il y a cette espèce de serpent de mer dans l'économie sociale et solidaire qui viserait à dire, puisqu'on ne nous voit pas finalement, on ne nous entend pas, eh bien, d'organiser notre absence dans la sphère économique, dans la sphère publique, dans la sphère sociale, et donc de fermer nos structures de manière à rendre, par cette absence-là, extrêmement visible aujourd'hui l'action des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie des choses qui sont sur la table, qui sont en réflexion, et nul doute que dans les semaines qui viennent, les structures de l'ESS, les grandes familles de l'ESS se mobiliseront parce qu'il y a quand même des alertes qui sont extrêmement fortes. Parce que finalement, en ce début de rentrée 2025, on a l'impression de revivre la rentrée 2024. Vous savez, c'est un peu comme dans le film Un jour sans fin. Voilà. Il y a aujourd'hui une répétition, et donc avec les mêmes inquiétudes derrière. Alors pour bien comprendre vos positions, David Cluzo, on va essayer d'y voir plus clair sur votre rôle dans l'économie sociale et solidaire avec le Pitch Express. David Cluzo, en 90 secondes, si vous deviez résumer aujourd'hui la mission d'Exopé, vous diriez quoi ? Exopé, c'est une organisation professionnels, d'employeurs. Donc ça nous situe bien dans la représentation des entreprises et des intérêts des entreprises en matière d'emploi, de formation, en matière sociale et en matière économique. Donc notre rôle, c'est à la fois de représenter, défendre les intérêts des acteurs que nous représentons, qui sont tous situés dans la sphère de l'éducation populaire. Vous les avez cités, dans l'animation, dans le tourisme social et familial, dans l'hébergement des jeunes, dans le sport, donc sur une sphère extrêmement large de la vie des Français. Et puis d'autre part, de négocier l'ensemble des conditions de travail pour l'ensemble de ces champs conventionnels. Donc Exopé, c'est une organisation qui produit du droit, qui défend les intérêts, qui veut faire évoluer aussi les législations quand elles sont pas positives ou pour qu'elles soient encore meilleures. Tout ça en mobilisant un ensemble d'adhérents qui aujourd'hui est très vaste, parce que Exopé, c'est 14 000 entreprises adhérentes qui emploient plus de 100 000 salariés. Donc ça compte.
Donc plus que syndicaliste, au fond, vous êtes plutôt lobbyiste. En fait, je suis les deux. C'est-à-dire à la fois, je défends et à la fois, je convainc. Je défends les intérêts des entreprises que je représente. Je le défends dans les négociations que nous avons avec les organisations syndicales de salariés représentatives des champs conventionnels qu'on couvre. Mais par ailleurs, je convainc. Je dois convaincre le gouvernement, les parlementaires, les élus des collectivités territoriales de l'intérêt de soutenir, de promouvoir les secteurs de l'éducation populaire qu'on représente. Donc les deux, syndicalistes et lobbyistes. Alors, face aux difficultés que rencontre actuellement l'économie sociale et solidaire, on a compris les missions d'Exopé. On va essayer de voir ensemble ce qu'il y a dans votre boîte à solutions. Exopé, c'est donc le syndicat professionnel du secteur de l'animation, du sport, du tourisme social, de l'éducation populaire. Et en cette rentrée, dites-nous, David Cluzot, dans quel état se trouvent les acteurs de l'ESS dans ces champs d'activité? On vient de traverser l'été, il n'a vraiment pas été facile. On arrive comment à la rentrée? En fait, à la rentrée, on est sous une forme de double effet. D'abord, la longueur de cette période d'incertitude qui s'étale, qui dure et qui n'en finit plus. Qui finalement ne fait que s'enquister les difficultés qu'on a pu commencer à constater dès l'année dernière au moment des annonces budgétaires. Et l'été n'a rien aidé, n'a rien amélioré. D'abord parce que c'est une forme de vacances politiques. L'été, on le sait tous très bien qu'un certain nombre d'annonces qui ont été faites avant l'été n'ont pas été des annonces extrêmement profitables autour du pass culture, du pass colo, enfin de ces aides-là qui pourraient disparaître. Donc ça met le moral vraiment au plus bas. Et puis, par ailleurs, nous sommes des acteurs économiques. Donc, on dépend aussi de la capacité des Français de pouvoir venir finalement acheter aussi nos services. Et donc, ce qu'on constate sur cet été-là, on n'a pas encore les résultats complets, mais c'est globalement une baisse d'activité de 10%, ce qui est quand même relativement significatif dans les colonies de vacances, par exemple. Donc, on arrive là essoufflé et en plus devant un nouveau mur dont on n'arrive pas à mesurer la hauteur tellement on ne sait pas comment on va arriver à le franchir. Le budget nous inquiétait, évidemment. Le budget de la France. Le budget de la France, oui. Alors, nos budgets aussi nous inquiètent et nous font peur. Le budget de la France nous inquiétait, la proposition qui a été posée par François Bayrou. Mais le fait que finalement, le 8 au soir, nous n'ayons plus de gouvernement, c'est une source d'inquiétude renforcée encore. Alors, on a vu au début de l'été qu'un certain nombre d'associations appelaient au secours. Et en particulier dans l'éducation populaire, il y a eu toute une campagne de communication sur les zèbres, les tigres, bref, les enfants qui sont déguisés, voilà, qui peut-être ne trouveront plus l'espace où s'exprimer, où se développer, où s'émanciper. Quelle est la situation financière en cette rentrée des associations de l'éducation populaire ? On relance là dans les jours qui viennent avec le mouvement associatif et le réseau national des maisons des associations une nouvelle enquête pour savoir exactement quel est l'état des lieux en septembre. On l'avait fait au printemps, nous on l'avait fait en fin d'année dernière, donc là on fait des enquêtes extrêmement régulières parce que ce qu'on constate c'est que la situation se dégrade assez vite, mais malgré tout elle est difficile à mesurer. Donc on a besoin d'aller prendre la température de manière régulière. Mais la situation aujourd'hui est catastrophique. Les associations ont des capacités financières qui se sont plus qu'effritées, qui se sont complètement détruites, avec des trésoreries qui sont à moins de 3 mois pour une grande part d'entre elles, avec plus de 4% du secteur qui dit que potentiellement il va mettre la clé sous la porte. Alors 4%, on va me dire, c'est pas beaucoup, sauf que c'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc, ce qui veut dire que quand même, aujourd'hui, on a des dynamiques extrêmement compliquées. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par une augmentation des plans de sauvegarde de l'emploi, des licenciements qui ne sont pas visibles par-ci, par-là, comme un plan social à bas bruit, des liquidations de structures qui se multiplient aussi. Et derrière, ça veut dire quoi ? Moins d'emplois, mais aussi moins de services à l'ensemble des citoyens. Donc globalement, une épine, plus qu'une épine, un gros caillou dans les rouages de la chaîne économique. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de liquidations, par exemple, sur le nombre d'emplois qui risquent d'être supprimés ? On va les estimer. On essaie de chercher. C'est pas si évident que ça. On fait remonter aujourd'hui un certain nombre de données. L'année dernière, l'UDES disait qu'il y avait 186 000 emplois qui étaient menacés. On ne sera pas à 186 000. Mais si on prend le champ de l'éducation populaire, on regarde des indicateurs, notamment l'évolution de la masse salariale globale du secteur.
on voit qu'elle commence à baisser. Alors, on en saura un peu plus dans quelques jours, parce que la diminution d'emploi ne se traduit pas immédiatement dans les chiffres économiques, notamment sur l'examen de la masse salariale brute. Pour autant, on a des alertes qui se multiplient. Alors, je sais pas, 5% des emplois peut-être, 10%. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le savoir. Mais clairement, il y a des choses qui sont en train de se passer et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Est-ce que ça va se ressentir pour les Français en cette rentrée, au moment où les familles inscrivent leurs enfants dans les associations sportives ou culturelles d'ailleurs, musicales, etc. Est-ce que vous pensez que ça va se sentir? Est-ce qu'on a des associations qui auront disparu? Ou est-ce qu'on va profiter des forums de rentrée pour alerter les parents sur les difficultés financières des associations? Alors, on va profiter des forums de rentrée pour alerter les parents, pour alerter les pouvoirs publics aussi sur les difficultés financières des associations. Vous le disiez, on l'a fait notamment à Exopé en lançant une campagne autour de la thématique espaces menacés, puisque finalement c'est ça, c'est les espaces de l'éducation populaire sont menacés. Et quand on dit que nos espaces sont menacés, ça a clairement un effet direct sur les familles. Des associations disparaissent, voilà. Donc il y aura à certains endroits pas de services qui pourront être rendus sur les familles en matière culturelle ou en matière sportive. D'autres associations ont décidé de réduire la voilure en fonction des moyens qui leur sont donnés, ce qui veut dire qu'ils vont accueillir moins d'enfants, moins d'adultes, moins d'anciens aussi dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, parce qu'on aura moins de personnel et moins de salariés qui pourront se mobiliser sur des temps longs. Et ça, c'est important, ça ne se mesure pas complètement. Donc ça veut dire que l'offre de services, finalement, elle va nettement diminuer, elle risque de diminuer à certains endroits à la rentrée. À certains endroits, ponctuellement. En fait, tout ça, ça va être diffus. Oui. Est-ce que c'est pas là, finalement, que l'économie sociale et solidaire perd face au gouvernement, dans cette bataille, dans ce bras de fer, au moment où le gouvernement dit « c'est pas grave, en fait on baisse les budgets, mais vous allez bien vous débrouiller, vous allez encore trouver des solutions, on va s'en sortir. Il faut bien faire des efforts, David Cluzo ». Non, mais vous avez raison, c'est un petit peu le mythe autour de l'économie sociale et solidaire de manière générale, et sans doute du secteur associatif en particulier. Le secteur associatif, finalement, a les défauts de ses qualités ou les faiblesses de ses forces, je ne sais pas exactement comment l'exprimer. C'est-à-dire, sa faiblesse, c'est un modèle économique qui est compliqué à construire. Et sa force, c'est un modèle économique qu'on va construire en bricolant avec des bouts de ficelle, avec de la résistance et de la résilience jusqu'au dernier moment, vraiment au bout du bout. Donc voilà. Donc finalement, c'est cette ambiguïté qui est compliquée dans le secteur associatif. Et plus globalement, pour l'ESS, oui, on doit continuer à travailler, et on le fait au niveau de l'UDES, on le fait aussi à Exopé, mais on le fait vraiment au niveau de l'UDES, à la prise de conscience de ce qu'est le poids économique aujourd'hui de l'ESS, à deux niveaux. D'abord, son poids économique global, c'est-à-dire c'est 10% du PIB, 14% de l'emploi privé, 220 000 entreprises, plusieurs millions de salariés. Alors ça dit quelque chose, du poids dans l'économie et dans l'emploi, mais ça dit aussi quelque chose des services qui sont rendus à la population sur l'ensemble des territoires, et dans des territoires qui sont abandonnés par l'État, ou par les services de l'État, parfois par les services des collectivités territoriales. Et ça dit aussi autre chose. Ça dit que l'économie sociale et solidaire, c'est un acteur de la chaîne économique, très clairement. Si demain, nous imaginions qu'il n'y ait plus de crèches, par exemple. Et ce qui peut arriver à la rentrée aujourd'hui, il y a des crèches qui nous disent « moi, je réduis mon nombre de berceaux parce que je n'ai plus les moyens d'avoir le nombre de berceaux suffisant pour accueillir des jeunes enfants ». Si on n'a plus d'accueil périscolaire, s'il n'y a plus de colonies de vacances, s'il n'y a plus de clubs sportifs, s'il n'y a plus d'associations culturelles, c'est dans la chaîne économique quelque chose qui va peser gravement. Exopé a fait une étude. Dans son étude, Exopé montre et démontre, chiffres à l'appui, que l'accueil périscolaire, c'est une économie qui se compte en plusieurs milliards d'euros pour la collectivité. Si demain on n'est plus en capacité de le rendre, il y aura un coût économique fort, et par ailleurs un effet direct sur l'emploi, puisqu'il faudra bien faire autrement pour prendre en charge ou les enfants, ou les plus anciens dans les EHPAD, ou être le relais de l'aide à domicile. Donc imaginez aujourd'hui que l'ESS va se débrouiller, que l'ESS c'est pas important, que c'est une variable d'ajustement, qu'on ait simplement des lignes comptables dans un budget, c'est une erreur fondamentale. Le gouvernement doit le comprendre. Nous sommes une économie à part, entière, forte, puissante, qui est essentielle à l'État, et par ailleurs une économie qui est essentielle à la chaîne économique, donc pour l'ensemble de l'économique. Et en plus, sans qui il n'y aurait pas de cohésion sociale.
Alors on entend votre discours et ce plaidoyer de l'UDES pour l'ensemble des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ce discours, est-ce que ce plaidoyer est véritablement utile? Est-ce que récemment vous avez réussi à faire bouger les lignes? Est-ce que vous avez une anecdote récente où vous vous êtes dit « Ah là, on a réussi à avancer, on a vraiment conquis quelque chose dans ce contexte qui est franchement morose », et je suis gentil en utilisant le terme morose. Non, sincèrement, non. C'est aujourd'hui, si on me dit qu'est-ce qu'on a gagné dans les derniers mois, depuis, on va dire, les dernières élections législatives, non, on n'a rien gagné d'extrêmement concret. Sûrement pour plusieurs raisons. D'abord, pour gagner quelque chose de concret, il faut avoir une véritable interlocution un peu permanente en face de soi. C'est quand même pas tout à fait le cas aujourd'hui dans le pays. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur des majorités pour porter des évolutions législatives, ce qui n'est pas non plus complètement le cas. On a des projets, hein, on a vraiment des projets dans nos cartons qui sont des projets importants. Par exemple, il faut aujourd'hui avoir en tête que l'emploi dans l'ESS est l'emploi le plus cher de France. C'est un emploi qui est taxé, qui subit la taxe sur les salaires. Alors, on n'a même pas commencé à travailler, qu'on a déjà une taxe, et c'est la taxe sur les salaires. C'est au plus mauvais endroit. Voilà. Nous, on a une proposition pour faire évoluer la taxe sur les salaires et on attend une réponse du gouvernement. On ne l'a pas encore. Voilà, peut-être qu'on finira. C'est une demande récurrente de l'UDES depuis plusieurs années. Hein. Une demande complètement récurrente, mais on demande des solutions pour que ça aille mieux, c'en est une. Voilà. Et si on prend du côté d'Exopé, on a une autre solution. Si on veut assurer finalement aujourd'hui le service que les structures d'éducation populaire rendent aux habitants en France, prévoyons et organisons, pensons un service public de la continuité éducative tout au long de la vie. C'est ça, aujourd'hui, le sujet de l'éducation populaire. On a des solutions, mais pour qu'on puisse les porter, il va falloir que nous ayons des interlocuteurs au gouvernement et des interlocuteurs au Parlement qui puissent s'inscrire dans la durée. Allez, on va aller voir tout de suite la question qui fâche. Alors David Cluzo, beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire regrettent que l'économie sociale et solidaire ne pèse pas politiquement. Vous n'avez pas été invité à discuter sur les retraites ou sur l'assurance chômage. La voix de l'ESS ne pèse pas dans l'élaboration du budget à Bercy. La rentrée du MEDEF la semaine dernière a été bien plus visible que celle du mouvement Impact France, qui ne dure d'ailleurs plus qu'une journée au lieu de 2 les années précédentes. Est-ce que l'UDES a vraiment du poids dans les négociations paritaires aujourd'hui ? On ne va pas se le cacher. L'UDES, ce n'est pas le MEDEF, ce n'est pas la CPME, ce n'est pas non plus l'UDP. Mais on gagne. On gagne en présence, on gagne en représentation et on gagne aussi en termes d'écoute. Alors certes, on n'est pas complètement dans les négociations paritaires, mais tout le travail qu'on mène et qu'on a mené sur les retraites nous a permis de poser des propositions concrètes sur le sujet des retraites, à la fois par une interlocution avec le gouvernement, mais aussi en ayant une interlocution maintenant récurrente et de confiance avec les organisations interprofessionnelles. Alors, notre histoire est récente, en tout cas l'histoire de l'ESS en tant qu'organisation structurée, celle de l'UDES. On a fêté nos 30 ans. On n'a pas l'histoire ancienne du MEDEF ou de la CPME. C'est pas que l'histoire qui compte, c'est qu'on ne s'est pas inscrit au moment où le cadre législatif a été posé pour assurer la représentation des entreprises en France. Donc on arrive après, on est encore dans le combat. Et le combat, on sait ce que c'est dans l'ESS, donc on va continuer à le mener. On a gagné, je pense, des choses. Dans le dernier débat budgétaire, je pense qu'on a pesé quand on a dit qu'il y avait 186 000 emplois en danger. Je pense que ça a compté dans un certain nombre de décisions de l'exécution du budget de l'État. Ce qui veut dire quand même que l'UDES, en appui avec ESS France notamment, parce qu'on arrive à s'articuler particulièrement bien aujourd'hui, permet à l'ESS de peser beaucoup plus largement. Il faut qu'on continue à le penser. Si le MIF aujourd'hui réalise une excellente journée, c'est peut-être aussi qu'il faut qu'on pense que ce soit l'ensemble des familles de l'ESS qui organisent leur journée. Ça sera plus large, plus vaste, que c'est le cas du MEDEF. Ce sont toutes les entreprises de France. Nous, il faudrait qu'on fasse toutes les entreprises de l'ESS. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent aujourd'hui que l'ESS finalement n'est un rôle d'appoint à côté de l'économie classique plutôt qu'une réelle force de transformation sociale?
Je pense que c'est une erreur d'analyse. Hein. D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire pèse économiquement. On le calcule en matière de PIB. On pèse sociétalement. Ça, c'est aussi une évidence. On pèse socialement. Ça fait partie. Les acteurs construisent le ciment, produisent le ciment social. Il est absolument essentiel. Mais en plus, l'économie sociale et solidaire propose des solutions pour l'avenir. Alors, le modèle coopératif est un modèle extrêmement fort en matière de déploiement économique, de déploiement de solutions pérennes et qui s'inscrivent dans la durée, qui permettent d'associer l'ensemble des parties prenantes. Les associations, c'est un corps mouvant qui en permanence vient regarder les besoins, combler les besoins, répondre aux besoins et s'inventer et se réinventer d'une manière cyclique. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc de dire que l'ESS, c'est de l'appoint et pas d'avenir, je pense que c'est fondamentalement aujourd'hui une erreur. Allez, on va retrouver notre séquence face à face. Alors, le principe est simple, David Cluzo, je vais vous montrer 3 photos. Je vous pose une question à chaque fois sur chaque photo et vous avez 20 secondes pour répondre. C'est parti avec la première photo. C'est une personnalité politique que vous connaissez bien. Quelle est la première chose que vous auriez envie de lui dire au nom de l'économie sociale et solidaire ? Sincèrement, peut-être d'arrêter de dilapider les crédits de la démocratie en prenant des décisions qui paraissent complètement incertaines. Deuxième photo, c'est une coupure de presse. Quelle est votre réaction à cet article du Midi Libre qu'on va voir apparaître à l'écran, dans lequel Éric Heyer dit non, donc économiste de l'OFCE, dit non, la France n'est pas en faillite. Je pense que c'est intéressant d'avoir un contrepoint médiatique d'un expert qui vient nous dire attention, aujourd'hui il y a des choses qui sont en train de se dire, allons vérifier la vérité. Ce contrepoint il est essentiel, ça permet de mesurer quand même aujourd'hui l'état de la France. On est une économie forte, une économie dont la croissance certes, n'est sans doute pas celle que souhaiteraient les entreprises, mais qui quand même n'est pas à l'arrêt, contrairement à d'autres pays. Donc je trouve ce contrepoint extrêmement utile dans le débat. Et ça, c'est un vrai sujet dans le SS. Si on veut vraiment se faire une opinion, il faut bien qu'on ait en permanence la capacité à avoir des débats contradictoires. Donc cet article-là, en ce sens-là aussi, est intéressant. Troisième photo, une figure de l'économie sociale et solidaire, une personnalité, c'est une femme. Et ce visage, celui de Maud Sarda, il vous inspire quoi ? Alors, vraiment, ce que fait Maud, ce que propose Maud, c'est à la fois l'imagination permanente, l'envie, le dynamisme, la volonté. Et je trouve qu'elle illustre bien ce que doit être l'ESS. C'est-à-dire cette capacité à innover, penser, d'être en action en permanence, de s'évaluer, de revenir, de faire des erreurs, de recommencer, etc. C'est assez remarquable. Alors, pour les internautes qui ne le savent pas, Maud Sarda, elle est directrice générale de Label Emmaüs. Et donc, elle est assise sur cette photo, sur une pile de livres, parce que c'est la rentrée scolaire. Génial. Et elle est en train de dire, voilà, achetez vos livres pour la rentrée scolaire, achetez-les chez Label Emmaüs. Ça vous coûtera moins cher, ça recycle les livres. On est dans l'économie circulaire et en plus, on crée des emplois d'insertion. Oui, je trouve ça génial. Je veux dire, c'est vraiment de se dire, il y a un moment, on va apprendre à consommer autrement. Il y a des choses qui existent. Pensons à faire fonctionner la machine autrement. Je trouve ça vraiment super. Vous vous en êtes bien tiré, David Cluzo, pour cette nouvelle séquence face à face dans notre émission. On va passer à la dernière séquence de l'émission, Le Monde de demain. David Cluzo, si vous deviez décrire en 3 mots l'avenir de l'économie sociale et solidaire, vous prendriez quel mot ? 3 mots. Incontournable. Inclusive et inspirante. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui pour le secteur de l'économie sociale et solidaire ? Ce qui me rend optimiste, c'est d'abord que c'est un secteur qui s'appuie sur une dimension citoyenne extrêmement forte. Et ça, je crois que si l'économie sociale et solidaire est un des seuls secteurs qui est en capacité d'avoir cette proposition-là. C'est une proposition où on peut être partie prenante, où on peut être acteur d'une forme de développement, où on peut être acteur de son expression, où on peut être acteur de son émancipation. Donc ça me rend optimiste, véritablement. Ça me rend optimiste aussi, je vais reprendre juste les mots, mais
parce que je crois que l'ESS peut être inspirante. Elle est inspirée, elle peut être inspirante. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle produit des modèles, que ce soit des modèles très collectifs, sous forme coopérative, dans le cadre, les mutuelles aussi pensent la santé de demain, pensent la protection sociale de demain, les associations sont sur le terrain en permanence, l'entrepreneuriat social aussi a un intérêt de venir finalement irriguer l'ensemble du champ économique par une vision d'engagement sociétal, de responsabilité extrêmement forte vis-à-vis de l'ensemble du paysage économique et social. Et qu'est-ce qui vous fait craindre le pire? Qu'est-ce qui vous fait peur pour l'avenir de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui? Deux choses. Alors, quelque chose qui est très lié à la forme d'incertitude. Je crois que je l'ai dit beaucoup depuis l'interview. Mais le fait d'être en incapacité de se projeter, ça pèse sur tout le monde, mais ça pèse aussi véritablement sur l'économie sociale et solidaire. Se projeter, c'est ça qui permet d'avoir envie de faire et de se mettre en action, d'agir. Si on n'a plus la capacité de se projeter, ça va véritablement nous poser des difficultés assez rapidement. Finalement, essouffler l'ensemble des bonnes volontés qu'on peut rencontrer dans l'économie sociale et solidaire. Et puis derrière, il y a la question économique. On a besoin de cette clarification et de penser qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a besoin de cette solidarité, qui a besoin de mutualiser les efforts, qui a besoin de mutualiser ses forces. Donc ça fait partie des enjeux. Et un autre qui nous inquiète, qui peut nous inquiéter, c'est la question démocratique. Alors, très clairement, pour que le pari de l'ESS soit rendu, pour que ce collectif puisse continuer à agir pour le bien-être des territoires, pour le bien-être de la population, pour la capacité à se doter d'horizons partagés, il faut qu'on ait une démocratie qui aille bien. S'il fallait retenir une seule chose de votre action à l'UDES, David Cluzo, ce serait quoi? Sincèrement, je sais pas. D'abord, je suis pas à l'UDES depuis Oui. si longtemps. En tout cas, la présidence de l'UDES depuis si longtemps que ça. Tenter de clarifier le discours et de ne pas se cacher et d'arriver à dire en tout cas que l'économie sociale et solidaire, c'est du social et solidaire, mais c'est aussi véritablement une question économique. Où est-ce qu'on retrouve vos travaux, vos publications, vos communiqués avec vos plaidoyers ? Sur les différents sites internet de nos organisations, donc l'UDES évidemment, mais aussi Exopé pour ce qui me concerne, puis celle des organisations qui sont membres de l'UDES, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont très utilisés, sur les excellentes émissions de Mediatico, qui nous relaient aussi David. beaucoup. Non mais c'est important, parce qu'on n'a pas tant de relais comme ça en presse ESS, et il est important que Mediatico puisse se faire aussi, d'une certaine manière, notre porte-voix. Et merci à vous, ça c'est notre mission à nous, effectivement. Dernière question, David Cluzo, si vous deviez donner un conseil à un jeune qui veut s'engager aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, ce serait quoi? D'oser. Oser. Oui, oser aller dans l'économie sociale et solidaire. D'oser franchir ce pas, d'aller chercher du sens, de garder sa capacité à s'indigner, comme le disait Stéphane Hessel, c'est un mot qui revient aujourd'hui beaucoup, et surtout d'oser porter sa pierre à un édifice collectif qui est en construction permanente. Merci infiniment, David Cluzo, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour cette émission ESS On Air, nouvelle formule. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si l'émission vous a plu, dites-le évidemment sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à mediatico.fr et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission ESS On Air.